présentation. Je vais demander à Elisabeth Brault de... Voilà. Donc nous sommes dans la session 1, identification d'indicateurs pour l'évaluation des impacts sur la biodiversité et l'environnement. Nous allons avoir 4 porteurs de programmes, de projets, d'expérimentations qui vont nous décrire évidemment leur programme, mais ensuite poser un questionnement derrière. À chaque expérimentation, des questions surgissent, que ce soit sur des freins, sur des zones impensées ou des nécessités nouvelles. Et je demanderai là à tous les acteurs de la salle, ce n'est pas forcément des questions. Pour avancer dans le terme de l'innovation, il faut donner aussi des points de vue, y compris une mosaïque de points de vue qui peuvent être contradictoires, voire controversés, puisque le mot a été employé ce matin. Donc Elisabeth Brault, d'abord vous êtes directrice de recherche à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à ne pas confondre avec l'ONF, j'y tiens, vous l'avez dit. Vous dirigez l'unité faune de plaine qui concerne notamment les lapins, les lièvres, mais évidemment les perdrix, parce que vous allez nous présenter donc le programme M6P Perdrix. C'est la modélisation des accidents de ponte chez la perdrix grise en plaine de grande culture en relation avec l'usage agricole de produits phytopharmaceutiques. Je vous laisse 10 minutes, vous avez vu un peu de retard, ça vous ira. Et ensuite, on parlera du questionnement que vous allez renvoyer à la salle. Très bien, merci de la présentation. Bonjour à chacune et à chacun. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le projet dit M6P qui a caractérisé l'exposition des pontes de perdrix grise aux produits phytopharmaceutiques en plaine de grande culture et qui a développé un modèle d'évaluation des risques de ces substances. Ce programme a été mené conjointement par la direction de la recherche et de l'expertise à l'ONCFS et avec le CTIS, le Centre de traitement de l'information scientifique, en la personne de M. De Villers. Alors ce projet s'inscrit dans un contexte et un enjeu global qui est celui de la conservation de la biodiversité ordinaire. En effet, aujourd'hui, on constate toujours une diminution de l'abondance des espèces d'oiseaux en milieu agricole. Et des études récentes suggèrent que l'usage des produits phytopharmaceutiques contribue à ce déclin persistant. Mais pour autant, les données en nature sont complètement insuffisamment documentées et le sujet est largement débattu. Il n'y a pas les animations dessus. C'est le PDF que vous avez mis. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, dans ce contexte, il y a un besoin de données pour pouvoir éclairer les politiques publiques, que ce soit le plan Ecophyto 2, qui vise à surveiller les expositions et à mesurer les impacts, afin de mieux cibler les actions de réduction du risque, mais également la stratégie nationale pour la biodiversité, dont un des objectifs est de maîtriser les pressions sur la biodiversité, et donc, au préalable, de les avoir bien identifiées et quantifiées. Alors, dans ce contexte, le projet M6P a eu pour objectif de contribuer à évaluer les effets non intentionnels des produits phytopharmaceutiques sur la reproduction des oiseaux. On s'est focalisé sur ce point-là, en conditions réelles d'exposition en plaine de grande culture. Pour cela, nous avons travaillé sur une espèce modèle, la perdrix grise, qui est une espèce qui est particulièrement exposée à ces substances du fait de son écologie. Alors plus spécifiquement, le projet a identifié les substances actives utilisées en plaine de grande culture, a caractérisé les propriétés physico-chimiques, biologiques et écotoxicologiques de ces substances. Nous avons également identifié et quantifié l'exposition des pontes à ces substances. Et enfin, nous avons élaboré un modèle d'évaluation du risque pour ces substances. Alors, pour l'identification des substances, nous avons mené une enquête auprès des agriculteurs de territoires d'études dans la région bassin parisien. Et nous avons pu ainsi identifier la grande diversité des substances actives qui sont utilisées en grande culture pour protéger les cultures. Pardon. Nous en avons identifié 179 utilisés entre le 1er mars et le 31 août.
Et à titre d'exemple, pour le blé d'hiver, on a identifié 39 substances herbicides, 8 insecticides et 27 fongicides utilisés pour protéger cette culture-ci. Or, pour chacune de ces substances, nous disposons des statistiques précises en termes d'usage. Ces statistiques... Excusez-moi, il y a un petit problème avec la présentation. Donc, on voit que la moitié des diapos. Ça, c'est pas ma présentation. Oh, je suis désolée. Bon, je vais faire défiler. Voilà, vous avez les animations là. Bon, je perds quelques minutes. Voilà, donc les statistiques d'usage que nous avons récupérées montrent que l'épandage des molécules au printemps-été, principalement par pulvérisation, coïncide assez largement avec le début de la période de reproduction des oiseaux qui nichent en pleine de grandes cultures au sol dans les cultures. Vous avez ici quelques exemples. Pour la perdrix grise, nous avons montré que 3/4 des pontes sont potentiellement exposées à au moins une de ces substances. Pendant une période, une fenêtre d'exposition qui est particulièrement critique puisqu'il s'agit de l'ovogénèse, les pontes sont potentiellement exposées à 108 substances, mais pour autant, il y en a 32 qui sont qualifiées de principales. Et nous avons pu montrer l'émergence de cocktails complexes du fait, en fait, de l'utilisation de l'habitat par les oiseaux. Alors, ces différentes substances ont été caractérisées pour leurs propriétés physico-chimiques, biologiques et écotoxicologiques par rapport au risque d'exposition et au potentiel d'effets adverses, à la fois sur des données expérimentales complétées par des données extraites, eues par la modélisation. Alors, ces variables ont été multiples, je vous les cite: la lipophilie, la biodégradabilité, la volatilité, le potentiel de toxicité développementale, le pouvoir carcinogène, le potentiel de perturbation endocrinienne, la toxicité aiguë, la toxicité de la reproduction et l'évaluation du risque de l'EFSA. Alors, si on représente par un code couleur le potentiel de risque relatif de ces molécules, le rouge étant les effets plus adverses, on peut mettre en évidence, de façon graphique ici, le potentiel d'exposition de la faune sauvage à ces substances, de par la lipophilie ou la volatilité des molécules, par exemple, et puis le potentiel d'effets adverses par rapport à certains critères de reproduction, notamment. Un autre point important qu'il faut voir sur ce tableau est également l'incomplétude des données représentées ici par les petits tirets sur le tableau qui concernent soit des molécules particulières ou bien des variables données. Alors, lors d'une étude préalable à ce projet, nous avons récupéré environ 300 pontes de perdrix grise en nature. Et dans le cadre du projet M6P, nous avons fait des analyses de résidus sur 139 œufs issus de 52 pontes. Nous avons recherché environ 500 substances avec une limite de quantification de 0,01 mg par kilogramme, qui est une limite réglementaire. Nous avons trouvé des résidus dans 24 des 52 pontes analysées, ce qui correspond à 46% des pontes. Nous avons identifié 9 substances utilisées actuellement, principalement des fongicides, azolés en particulier. Alors, je ne vais pas tous les citer, vous avez les résultats détaillés ici. Donc, on a le cyproconazole, le tébuconazole, le prochlorase, etc. 2 insecticides, la lambda-cyhalotrine et le thiaméthoxam, et 2 herbicides, le diflufénicant et le bromoxynil.
Nous avons également détecté des molécules anciennes qui ne sont plus aujourd'hui utilisées, mais qui sont connues pour être persistantes dans l'environnement. Les concentrations qui ont été détectées allaient de la simple détection jusqu'à des concentrations de 0,34 mg par kilogramme. La difficulté étant qu'aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances et des données disponibles, ces résultats ne sont pas interprétables en termes d'effet sur le devenir des œufs ou plus généralement la reproduction de l'espèce. Et enfin, nous avons développé un modèle d'évaluation des risques à partir des différentes variables que je vous ai présentées tout à l'heure, à l'aide de la méthode multicritère CIRIS. Ce modèle a permis de calculer un score de risque sur une échelle relative, à la fois pour les substances seules, prises isolément, ou bien en mélange. Ce modèle est également applicable à des trajectoires d'animaux dans le parcellaire agricole. Et ici, vous avez un exemple de sortie du modèle qui identifie la liste, les différentes substances qui ont été épandues dans les parcelles qui ont été fréquentées par l'oiseau, calcule le score de risque associé à chaque molécule et puis le score du mélange. Alors, l'ensemble de ces résultats ont été largement diffusés, que ce soit sous forme de colloques nationaux ou internationaux et d'articles scientifiques, mais aussi de vulgarisation auprès d'un public qui a été relativement large, la communauté scientifique, l'administration, les évaluateurs du risque, les industriels, les agriculteurs et le conseil agricole, le monde cynégétique et autres associations d'usagers de la nature. Alors, l'intérêt pour Ecophyto, nous avons apporté avec ce projet une quantité importante de données nouvelles concernant l'exposition in situ d'une espèce représentative des oiseaux du milieu agricole. Et nous avons également mis en évidence les lacunes de connaissances qui seraient nécessaires pour pouvoir interpréter la signification de ces effets, de ces contaminations en termes d'effets sur les individus et sur les populations. Alors, les bases de données qui sont publiées dans les articles et rapports scientifiques permettent de cibler les substances, que ce soit en termes d'usage ou d'économie, par exemple, mais également en termes de recherche, en ce qui concerne des recherches sur les itinéraires techniques innovants, mais également sur des études expérimentales qui seraient à mener pour pouvoir justement identifier un petit peu les effets sur les individus et ultimement développer des modèles d'impact en termes de dynamique de population. Les scores de risque qui ont été calculés dans le cadre de ce programme peuvent aussi très bien participer à la construction d'indicateurs aux côtés des données d'usage pour pouvoir avoir un score ou un indicateur qui associe usage et effet sur les individus. Alors là, ma dernière diapo pour remercier les financeurs pour leur confiance et puis vous pour votre écoute et puis le petit bug avec mon exposé. Je vous remercie. Je vais quand même vous demander de conclure un peu autrement sur un questionnement suite à cette expérimentation en cours évidemment. Je crois que vous abordiez que contrairement à la faune aquatique, les domaines que vous avez présentés étaient très peu explorés. Et c'est une question que vous pouvez proposer à l'ensemble de la salle. Et ensuite, je demanderai à la salle pendant 5 minutes de donner des points de vue à chaque participant, de donner des points de vue. Et plus on a une mosaïque de points de vue, plus on avance. Allez-y, Elisabeth, si vous avez une question. Concernant des freins, peut-être, tout simplement. Alors, c'est vrai que l'écotoxicologie terrestre, on s'est lancé dans ce projet-là et la phase de biblio préalable qu'on a fait a montré qu'il n'y avait pas énormément de données. Alors, sur les molécules actuelles et sur les oiseaux qui vivent en plaine de grandes cultures. Dans d'autres types pour d'autres types d'espèces, c'est un petit peu différent.
Donc voilà, il y a aujourd'hui un manque en termes de connaissances pures sur les expositions déjà, tout simplement, et ensuite sur les effets que ces expositions peuvent avoir en termes d'effets sur les individus, et ultimement, parce que nous sommes des gestionnaires de la faune sauvage, en termes d'impact sur les populations. Donc les freins qui existent, ça va être des données de référence pour pouvoir interpréter les données de terrain que l'on a collectées. Associé à ça, ça va être des sous, un budget. Les analyses de résidus, pour autant qu'elles soient un petit peu exploratoires, sont relativement coûteuses. Et puis ensuite, un frein aussi qui sera inéluctable si on veut travailler in situ, c'est la complexité des écosystèmes, avec le côté multifactoriel qui est souvent souligné, et puis la diversité des molécules qui sont épandues dans ce type de milieu-là. Merci beaucoup. Qui veut donner un point de vue, une question, bien sûr? Sinon, on peut le faire plus tard, hein. Oui. Et n'hésitez pas à vous présenter, surtout. Bonjour, Manuel Plangenet, Agrocampus Ouest. Moi, je me pose une question qui est un peu générale, qu'on pourra retrouver, c'est est-ce qu'on a une idée du poids relatif de l'impact direct des pesticides, de l'impact indirect dans la limitation des possibilités d'alimentation? Oui, alors c'est vrai que les études qui ont été menées de longue date sur les produits phytosanitaires concernaient beaucoup les effets indirects au départ sur la limitation des ressources alimentaires. Et puis, petit à petit, on s'est tourné sur des aspects de survie, parce qu'il y avait un certain nombre de molécules qui étaient assez préjudiciables, qui avaient une toxicité aiguë importante. Ces molécules ont été petit à petit retirées de l'usage par la réglementation. Aujourd'hui, les questions qui subsistent sont donc effectivement des effets davantage indirects, à part pour quelques molécules bien identifiées. Donc sur la ressource alimentaire, qui peut être par ailleurs magnifiée par les conditions météo, donc avec une synergie entre usage des produits phyto et puis conditions météorologiques. Et autre effet indirect d'importance pour lequel on a des inquiétudes aujourd'hui, c'est des effets qui pourraient être entre guillemets un petit peu plus transparents par rapport à de la dynamique de population, eu égard à la reproduction des espèces. Merci. Qui veut intervenir ici au milieu de la salle? Levez bien la main, comme ça on va vous repérer. Oui, bonjour, Yannick Billon, service agronomique de la coopérative Cavac. Vous nous avez précisé qu'effectivement votre recherche a mis les pieds dans le plat par rapport au fait qu'on manquait de données sur l'impact vis-à-vis de cette faune. Vous nous avez montré un tableau avec des résultats d'analyse sur des œufs, en nous précisant clairement que malheureusement les statistiques faisaient qu'on ne pouvait pas valider quoi que ce soit comme résultat, ou interpréter pour l'instant les analyses. Voilà. Mais vous avez signalé tout de suite après que vous aviez beaucoup communiqué ces résultats. Excusez-moi, mais est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a quelque chose un petit peu... Enfin, moi qui me gêne un petit peu, vous communiquez des résultats sur des choses que vous ne pouvez pas interpréter. Alors, est-ce que c'est ça les nouvelles façons de faire de la science, puisqu'on a eu la question posée tout à l'heure? Ça, c'est un premier paradoxe, c'est bien pour le débat, les paradoxes. Oui, c'est un paradoxe, effectivement. C'est vrai que c'était... Il y en a plusieurs. C'était des études un peu pionnières pour lesquelles il y avait une forte demande aussi de résultats et de communication, puisque ce travail avait été présenté à différentes occasions, dans le cadre ne serait-ce que des projets éco-phyto et pesticides, et pour lequel, effectivement, on sentait qu'il y avait une demande de suivi de ça. Et puis une demande clairement identifiée pour communiquer les résultats de nos travaux, de sorte à ce qu'il puisse y avoir un transfert justement avec un relais avec d'autres équipes de recherche ou d'autres personnes
qui sont des acteurs. Donc, par exemple, sur les scores de risque, c'est des choses qui pourraient très bien être incluses en complément d'autres indicateurs dans des logiciels comme Diafit ou être inclus dans des bases de données comme Agritox. Donc, voilà, dans ce projet-là, il y a quand même des éléments qui pourraient être repris par d'autres structures de recherche ou d'autres acteurs pour augmenter et enrichir les bases de connaissances et le guide des bonnes pratiques agricoles. Oui. Je vous ai coupé, c'était la fin de la phrase. C'est bon ? Voilà. Après, sur les données de contamination, effectivement, là, on est très clair. On a des données brutes. On les a données en tant que telles, en disant on n'est pas capable de les interpréter en termes d'effets, mais en termes de contamination, c'est un résultat. Ça n'avait jamais été montré. On a effectivement des passages, des transferts aux œufs de certaines molécules qui sont utilisées pour traiter les cultures. Merci. Dernière intervention. Il nous reste 30 secondes. Ouais. Question, réponse. Je suis ici, là. Charles Manceau de l'ANSES. C'est un travail tout à fait exploratoire hein, dans un milieu très, très complexe. Donc c'est très descriptif. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des pistes pour identifier justement des indicateurs de l'impact ? Parce que là, en fait, vous avez collecté un grand nombre de données. Et même parmi toutes ces données et parmi ces analyses, quelles sont les pistes pour trouver quels sont les indicateurs qui pourraient être capables de ressortir une caractérisation de l'impact des produits phytosanitaires sur cette faune-là ? Alors effectivement, in fine, c'est le type d'outils qu'on aimerait disposer. Au jour d'aujourd'hui, l'état des connaissances est tel qu'on n'a pas encore de pistes particulières pour avoir des indicateurs d'impact. On en est à déjà essayer d'identifier les effets que pourraient avoir ces contaminations sur la reproduction des oiseaux et ultimement sur leur dynamique de population. Donc ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'avoir des approches un petit peu plus expérimentales, plus ciblées pour avoir des connaissances complémentaires. Aujourd'hui, au vu des connaissances, on n'en est pas encore à élaborer des indicateurs d'impact. Merci beaucoup, Elisabeth Brault. Je vais inviter Fabrice Martin-Laurent à nous rejoindre, il est là. Alors, pour nous développer le programme IMPEC, qui concerne le développement d'indicateurs microbiens pour l'évaluation de l'impact des pesticides sur des fonctions écosystémiques terrestres, mais aussi aquatiques. Fabrice Martin-Laurent, vous êtes directeur adjoint de l'UMR Agroécologie INRA AgroSub Dijon. Je vous laisse la parole 10 minutes. C'est terrible, hein ? Ouais, ça va. Et ensuite, nous aurons un questionnement avec la salle. Très bien, merci pour l'introduction. Donc, je vais vous présenter les résultats du programme IMPEC, donc, qui visait à tester, développer des indicateurs microbiens pour rendre compte de l'impact des pesticides sur des services écosystémiques rendus par le sol, dans les compartiments aquatiques et terrestres. Donc, on avait des collaborateurs de l'INRA, l'UMR EGC, Versailles-Grignon et d'IRSTE à Lyon. Donc, les communautés microbiennes dans les sols ou dans les sédiments sont diverses. Donc, on voit avec les ronds plusieurs populations abondantes, ubiquistes, représentées un peu partout. Et au-delà d'une biomasse, ces communautés microbiennes remplissent un certain nombre de fonctions, des fonctions qui peuvent avoir un rôle écosystémique, qui rentrent par exemple dans le fonctionnement des cycles géochimiques, avec la problématique du stockage du carbone ou d'émissions de gaz à effet de serre liées à la transformation des intrants tels que les nitrates, la biodégradation de polluants, notamment de pesticides, ou encore les symbioses fixatrices d'azote. Autant de services écosystémiques qui sont de fonctions écosystémiques qui contribuent et supportent un certain nombre de services écosystémiques, au nombre desquels on peut décliner la régulation du climat, les capacités épuratrices des sols qui jouent un rôle dans la protection de la qualité des eaux et la production primaire pour ce qui est des symbioses.
Alors l'apport on va dire l'exposition de ces communautés microbiennes aux pesticides peut engendrer des changements de l'abondance, de la structure et de la diversité des communautés microbiennes, et avec des conséquences sur les fonctions écosystémiques qu'elles supportent, et au final des modifications des services écosystémiques qui sont rendus par ces fonctions. Alors aujourd'hui, en l'absence de directive cadre sur les sols, il n'y a aucune obligation réglementaire pour évaluer l'effet a posteriori des pesticides sur le fonctionnement des sols. La seule obligation réglementaire intervient dans le cadre de la réglementation qui est liée à la mise sur le marché des produits phytosanitaires. Et pour mettre sur le marché, on doit conduire les firmes doivent conduire un certain nombre d'études qui comprennent notamment l'évaluation de l'impact écotoxicologique des pesticides sur les micro-organismes, et notamment en employant un seul test, qui est le test de la minéralisation de l'azote, un test OCDE. Donc ce test est global et ne renseigne évidemment pas de l'impact des pesticides sur la diversité et les fonctions écosystémiques qui sont supportées par les communautés microbiennes. Pourtant, les écologistes microbiens et les écologues microbiens et plus récemment les écotoxicologues microbiens ont développé un certain nombre de méthodes qui permettent de cibler des fonctions microbiennes, et se pose la question de l'intérêt d'utiliser ces méthodologies pour évaluer l'écotoxicité des pesticides sur les communautés microbiennes du sol. Et donc c'était un peu l'objet du programme IMPEC, qui était soutenu dans le cadre de l'APR Pesticides 2011, qui visait à développer des indicateurs microbiens pour identifier des bioindicateurs pertinents pour évaluer l'impact écotox des pesticides sur des fonctions microbiennes. Alors on a ciblé plusieurs fonctions microbiennes au cours de cette étude. On a ciblé le cycle du nutriment en mesurant des activités enzymatiques du sol, au travers d'une méthode ISO qui a été développée au cours du projet, liée au cycle. Donc les cycles qu'on a étudiés sont liés au cycle du carbone, phosphore, azote et aussi l'arysulfatase, donc soufre. On a regardé aussi les fonctions microbiennes qui étaient qui avaient trait à l'épuration, donc à la dégradation de pesticides, au travers de l'ISO 14239, qui elle est aussi révisée au cours de ce projet. Donc on a regardé la dégradation de pesticides qui sont cités ci-dessous, mais ce n'est pas exhaustif. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'est que les communautés microbiennes qui sont impliquées dans le cycle des nutriments sont ubiquistes, donc présentes dans la plupart des sols et des sédiments, et se reposent sur des populations microbiennes abondantes et diversifiées. A contrario, l'épuration du sol, c'est une fonction qui est spécifique, qui repose sur des populations microbiennes qui sont peu abondantes et peu diversifiées, et qui représentent moins de 0,01% du microbiote du sol. En plus de ces fonctions microbiennes, ce qu'on a étudié, c'est l'abondance et la composition de la communauté bactérienne, car dans le consortium de scientifiques qui était derrière ce projet, il y avait des scientifiques qui étaient en charge, qui ont développé la norme ISO 1163 qui permet l'extraction d'ADN d'échantillons environnementaux. Et à partir de là, on peut quantifier l'abondance de la communauté bactérienne ou de groupes bactériens qui rendent compte respectivement de l'abondance des micro-organismes dans le sol et de la composition de la communauté microbienne. Alors, la méthodologie employée était la suivante. Il a fallu qu'on choisisse des pesticides qui allaient être étudiés pour faire l'évaluation de l'impact a priori des pesticides. Comme vous le savez, il y a de nombreux pesticides qui sont sur le marché, plus de 400, et on ne pouvait pas travailler sur tous les pesticides. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'était de faire un inventaire des pesticides qui étaient appliqués sur un domaine expérimental à l'INRA Dijon, domaine de Bretonnière, et travailler aussi sur faire l'inventaire des pesticides qui étaient détectés dans la zone atelier de la Morcille et sur le bassin versant du Trek, donc détectés dans le cours d'eau. À partir de là, on a fait une classification in silico de ces pesticides
en utilisant un programme qui s'appelle TIPOL, qui permet de grouper les pesticides appliqués ou détectés dans les sites expérimentaux pour choisir des pesticides à tester seuls ou en mélange et des pesticides qui soient représentatifs de groupes de pesticides. À partir de là, une fois qu'on a eu fait ce choix, on a pu mettre en place des expérimentations en microcosme avec plusieurs sols ou sédiments, 3 pesticides différents appliqués seuls ou en mélange à la dose agronomique annuelle et mesurer l'effet sur des marqueurs d'abondance, de composition et d'activité microbienne dans ces sols. Et puis le troisième volet de ces recherches consistait à faire de l'évaluation a posteriori, c'est-à-dire une fois que les pesticides se retrouvent dans l'environnement. Et là, on a conduit ces études dans différents contextes agricoles, contexte de viticulture pour la zone d'atelier de la Morcie et contexte de grande culture pour le bassin versant de la Couasse et l'essai PIC de l'INRA de Dijon. À partir de pour conduire cette évaluation a posteriori, ce qu'on a fait, c'est une typologie de la contamination des cours d'eau sur la zone atelier de la Morcie et sur la Couasse. Et l'effet de marqueurs, on a évalué l'effet de la contamination sur des marqueurs d'activité microbienne au travers de la mesure de l'évolution de la capacité épuratrice des sols et des sédiments. Donc, comme le temps est court, j'ai piqué quelques résultats obtenus au cours de cette étude. Donc l'inventaire, qui correspond au premier point du projet, a permis d'identifier 144 composés qui étaient soit appliqués sur le site du domaine expérimental, soit détectés dans les cours d'eau. On a pour chacun de ces composés utilisé 7 paramètres environnementaux et 40 descripteurs moléculaires pour pouvoir les classer en groupe en utilisant TIPOL. Ça nous a permis de classer ces pesticides en 5 classes avec un code couleur. Parmi ces classes, on a choisi des pesticides qui appartenaient à différentes classes, donc pour les sols à 2 classes et pour les sédiments à 3 classes différentes, pour conduire les essais d'évaluation du risque a priori. Donc pour les sols, c'était le chlorpyrifos méthyle, CHL, tébuconazole, TPZ, fongicide, isoproturon. Donc c'était des composés qui sont normalement appliqués sur des grandes cultures conventionnelles. Alors l'évaluation a priori, que je vous le disais, a été conduite en microcosme selon les recommandations de l'EFSA. On a choisi 3 sols propriétés et textures différentes. On a appliqué 5 traitements, le contrôle, les pesticides appliqués seuls, IPU, CBZ, CHL, ou en mélange, équimolaire. On a mesuré là-dessus 23 paramètres microbiens à 2 temps, temps court d'exposition T4 et un temps long d'exposition T25, là aussi en suivant les recommandations de l'EFSA et de l'OCDE. Et dans chaque cas, on a suivi des paramètres cinétiques de transformation des pesticides pour caractériser le scénario d'exposition. Donc, je vous présente ici les résultats obtenus sur les microcosmes d'un des 3 sols, le sol de la cage. Donc c'est un petit peu compliqué, donc je vais juste parce qu'il y a des ronds, voilà. Donc les contrôles, c'est les ronds, plein ou vide. Plein, c'est pour T4, vide, c'est pour T25. Et ensuite, vous avez la même chose pour les pesticides ici et le mélange de pesticides. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour TBZ et IPU, qui sont localisés ici, vous avez les points et les triangles qui se chevauchent, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence statistique. Donc cette analyse en composante principale a été réalisée sur les 23 marqueurs microbiens mesurés. Donc il n'y a pas d'effet de l'isoproturon et du tébuconazole à T4 et T25. Par contre, on voit que les points rouges ici, le mix ou les triangles violets, sont séparés des contrôles à T4. Et en fait, quand on analyse un peu plus les résultats, on s'aperçoit que cette différence statistiquement significative est liée à l'augmentation de plusieurs paramètres, la minéralisation de l'acétate de sodium, l'augmentation de l'activité uréase et l'augmentation de l'abondance de bêta-protéobactéries, mais aussi à la diminution d'autres paramètres, la minéralisation du 2,4-D, un herbicide,
la diminution de l'activité bêta-glucosidase, de l'activité arylsulfatase, de la nitrification et de l'abondance des alpha-protéobactéries et actinobactéries. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à T25, donc on suit les carrés rouges et les triangles verts, on voit une résilience partielle, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin des contrôles, mais c'est encore statistiquement différent sur certains paramètres qui sont non résilients, tels que l'activité bêta-glucosidase, arylsulfatase, la minéralisation du 2,4-D ou l'abondance de deux groupes bactériens, alpha, protéobactéries et actinobactéries. Donc, comme je vous l'avais dit, on a utilisé 3 sols. Il y a pour un autre sol, des résultats similaires ont été obtenus à celui-ci. Par contre, pour le 3e sol, il n'y avait pas d'effet du chlorpyrifos et du mix, montrant ainsi que non seulement il y a un effet, que l'effet écotoxicologique sur les micro-organismes du sol dépend du type de pesticide, mais aussi du type de sol. Un exemple de résultat de l'évaluation a posteriori qui a été conduit sur les bassins versants de l'Ardière et de la Coise. Donc là, ça a consisté à analyser des prélèvements d'eau qui étaient réalisés dans ces rivières en 2014 et 2015. Ensuite, à partir des produits détectés, on a utilisé le logiciel Tipol pour faire une typologie de la contamination dans les bassins versants de l'Ardière et de la Coise. Donc ici, vous avez les résultats obtenus dans le bassin versant de l'Ardière et ici, les bassins versants de la Coise. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans l'Ardière, on a détecté des molécules qui sont inférées au groupe 4, qui sont des fongicides, diméthomorphes, l'azoxystrobine, et qui ont été détectés plus particulièrement dans l'Ardière et pas dans la Coise. Et ces fongicides de classe 4 sont typiquement appliqués pour la protection du vignoble dans le Beaujolais. Alors, ce qui est à noter, c'est que dans les deux bassins versants... 30 secondes. Hein. Ouais, c'est bon. Dans les deux bassins versants, la détection des pesticides, donc comme l'a été montré par l'orateur précédent, la détection de pesticides qui sont interdits depuis de nombreuses années. Il n'y a pas d'impact, donc on a évalué l'impact de la contamination sur les capacités des micro-organismes à dégrader des pesticides, et on s'aperçoit que bien qu'il y ait eu des contaminations dans ces cours d'eau, la capacité des sédiments à dégrader d'autres pesticides n'est pas affectée. Juste pour finir, l'évaluation a posteriori a été conduite aussi dans les sols, en mesurant la capacité épuratrice des sols. Donc ça a été fait sur les Cépiques à Bretonnière, où on contrôle le développement des plantes adventices en utilisant des techniques d'agriculture conventionnelle jusqu'au zéro herbicide. Et on s'est aperçu que dans les parcelles qui recevaient du pesticide, donc S1 en agriculture raisonnée, on avait une minéralisation importante du glyphosate et de l'atrazine, et au contraire, la minéralisation du glyphosate et de l'atrazine était la plus faible dans les sols qui ne recevaient jamais de désherbage chimique. Tendance similaire pour le 2,4-D, qui indique que la capacité épuratrice pourrait être utilisée comme un marqueur d'exposition des communautés microbiennes aux pesticides. Donc, ce qu'on a produit, c'est des résultats scientifiques qui ont été publiés dans différents types de revues, des normes ISO qui ont été développées au cours de ce projet, la 17601 et la 20130, portée 17601 par l'INRA Dijon, 20130 par l'INRA Versailles. L'INRA Dijon a aussi révisé la norme ISO 14239 qui permet de suivre la minéralisation des pesticides dans les sols. Nous avons participé à la rédaction d'une opinion scientifique sur la récupération écologique. Et un des indicateurs microbiens qui a été étudié plus particulièrement au cours de ce projet, la capacité épuratrice, sera appliqué dans le cadre du projet Impact CE coordonné par Véronique Gouy, qui fait partie du plan EcoFit 2, l'axe 3, action 14. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, peut-être... Oui, pardon.
Là, en 2 phrases, concernant un questionnement, je crois vous avez soulevé des freins réglementaires et la difficulté de transférer, voire l'impossibilité de transférer. C'était vos mots. Hein. Est-ce que vous pouvez nous l'exprimer en... J'ai dit impossibilité. Oui. Ah bon ? Mais ça arrive au téléphone, c'est pas grave. D'accord. Bon, j'avais préparé une... Ah bah non, il n'y a plus rien derrière ? Si. Ah, oui, non, mais je vais préparer une diapositive, mais bon, c'est pas grave. Oui, il y avait deux freins. Enfin bon, c'est des travaux supplémentaires à faire. Donc l'EFSA vient de publier un nouvelle opinion scientifique sur des indicateurs possibles de l'évaluation de l'effet des risques de l'évaluation du risque des pesticides, et pour la section donc sur les organismes non cibles, et pour la question des micro-organismes du sol, l'EFSA a ciblé plus particulièrement la fertilité des sols en ciblant, en proposant deux indicateurs possibles: les champignons arbusculaires mycorhiziens qui développent des symbioses avec la plante, et la nitrification, donc qui ont tous deux à voir. Donc dans le projet IMPEC, on a étudié la nitrification, c'était un des paramètres en mesurant le potentiel de nitrification des sols. Par contre, on n'a rien fait sur les champignons endomycorhiziens. Donc je pense qu'il y aurait des choses à faire là-dessus, sur développer des marqueurs spécifiques, on va dire des objectifs de protection qui sont des objectifs spécifiques de protection qui sont proposés par l'EFSA. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est effectivement, là je rejoins l'exposé qui a été fait précédemment, l'absence de données de référence en fait. Donc nous avons des mesures qu'on interprète avec des outils statistiques par rapport à un contrôle. On obtient des données qui sont, on peut dire que c'est statistiquement différent, c'est robuste. Par contre, l'importance écologique des modifications que nous observons reste à déterminer. Et une des voies pour explorer ça serait d'obtenir des valeurs de référence, des normal operating range, des valeurs de variabilité des paramètres que nous mesurons. Donc ça nécessite de l'acquisition de données, et aussi du stockage et du big data et des moyens d'interprétation. Ça reboucle un peu avec ce que Xavier disait tout à l'heure en termes du big data et des moyens d'interprétation à grande échelle, quoi. Donc c'est pas vraiment impossible, mais ça nécessite du travail. Et il vaut mieux que je dise impossibilité, Oui. moi, et que vous puissiez le réguler derrière. Je vais demander à Yvan Capoviès de nous rejoindre. Nous reviendrons sur ces questions. D'ailleurs, toutes ces questions émergent dès qu'on veut avancer dans une part qui concerne des nécessités, des co-acteurs. On est dans une zone d'innovation complexe. L'innovation, ce n'est pas que la science, nous le savons, et elle vient renvoyer à toutes ces complexités, ou plutôt des choses sur lesquelles on n'avait pas forcément pensé au départ et qui doivent être pensées au cours des expérimentations. J'ai fait la transition. Hein. Je vous laisse la parole, Yvan Capoviès. Donc c'est le projet REG ARB, si je me suis trompé. C'est indicateurs biologiques et d'impact liés à la régulation naturelle des ravageurs en arboriculture fruitière. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INRA Avignon et vous êtes spécialiste de la lutte biologique par conservation en arboriculture. Merci. 10 minutes. Ok. Donc j'en profite pour ne pas répéter le titre de notre projet à l'acronyme un peu étrange. Donc je rentre directement dans le vif du... Ah, alors mince. Je voulais me mettre là pour mieux voir l'écran, je suis désolé. Donc excusez-moi. Donc notre projet, il part du constat qui est assez simple, et en tout cas c'est les échos qu'on en a eu régulièrement, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur de terrain facile à utiliser qui permettent de suivre les effets a priori positifs de la réduction des IFT. Donc on est sur une liaison hypothétique suivante, assez classique, c'est que là, on baisse la pression des phytos, on va faire simple, c'est l'IFT, on va augmenter la biodiversité et l'abondance, ou l'abondance des auxiliaires, on aura donc une prédation ou un parasitisme qui pourra être augmenté, on va donc mieux réguler les ravageurs, et in fine, si tout était idéal, on aurait donc moins besoin à nouveau de pesticides. Donc ça, c'est le cycle que tout le monde connaît. Mais nous, on pense que si on donnait aux praticiens des outils pour mesurer des liaisons de cette nature, ça les aiderait à franchir le cap de baisser leurs IFT.
Alors les difficultés, elles sont connues de tous, hein, il n'y a rien de nouveau. D'abord, le premier frein pour ce genre de choses, ce sont les connaissances entomologiques nécessaires, et le temps d'observation, de mise en œuvre des piégeages, qui font que, pour faire simple, aucun arboriculteur n'a le temps de le faire, et très peu de techniciens vont trouver du temps pour suivre cela. L'autre problème qui est peut-être moins connu, c'est qu'on pourrait partir sur des auxiliaires qui soient très spécifiques. Hein. L'exemple que je vais donner, c'est les coccinelles. Mais pour des auxiliaires comme ça, on a une interprétation qui n'est pas toujours aisée, puisque si vous avez plus de coccinelles, c'est peut-être parce que vous avez utilisé moins de pesticides, mais peut-être aussi parce que vous avez plus de pucerons. Et on voit bien que les arboriculteurs ne vont pas forcément aimer ce type d'indicateur. Donc nous, les choix qu'on a faits, c'est de partir d'auxiliaires généralistes, ça veut dire qu'ils ont des proies très variées. Donc c'est les forficules, les araignées du sol ou de la canopée, et les carabes qu'on va trouver au sol. Donc ces auxiliaires ne dépendent pas de la présence des ravageurs, contrecarrent le défaut que j'ai présenté avant. Et pour éviter tout ce qui est problème de taxonomie et peut-être de temps de détermination, on va beaucoup travailler en utilisant des traits écologiques, on va dire pour faire simple, des caractéristiques macroscopiques de ces organismes qui nous permettront de gagner du temps. Le but, en tout cas, de cet exposé, et en partie de ce projet, qui avait une composante scientifique amont assez forte, mais là, je vais insister sur le côté transfert. Le but pédagogique, c'est encore une fois, si l'arboriculteur a un outil, il sera peut-être enclin à faire varier ses pratiques et mesurer l'effet immédiatement. Donc le consortium, c'était des équipes INRA d'Avignon, de Gautron et de Versailles, avec un collègue de l'Université d'Avignon, et des praticiens de terrain qui étaient le CTFL, la DABIO, et j'ai oublié la Pugère. Donc nous avons travaillé de manière intensive 2 années et sur 3 saisons, avec beaucoup de piégeages, je passe sur tous les détails, de la macrofaune présente au sol ou dans l'arbre. Dans la première phase de ce projet, on a essentiellement travaillé sur 36 vergers correspondant à 5 sites défis, donc Gautron, la Pugère, l'Anxade, la Morinière et la Savoie. Donc ces sites, peu importe, mais on a surtout essayé de balayer au niveau national avec des sites plutôt dans le nord, plutôt dans l'ouest et plutôt dans le sud-est de la France. On verra que ça aura des conséquences. Dans ce cas-là, pour faire simple, on va comparer ici des vergers dits de référence, avec les pratiques moyennes de la région, à des vergers qui essayent de baisser de 30 à 50% l'IFT, d'autres qui essaient de les baisser de moins 50 à moins 70%, et une espèce de témoin positif qui sont les vergers en agriculture biologique. Dans la phase 2, que je présenterai plutôt tout à la fin de mon exposé, si j'en ai le temps, on est reparti sur 53 vergers commerciaux et uniquement dans le sud-est de la France, vous comprendrez pourquoi. Et donc cette fois-ci, la comparaison ne va pas faire intervenir le moins 50, moins 70% d'IFT, puisque actuellement aucun arboriculteur ne peut se permettre ce genre de test. Donc cette fois-ci, on comparera notre témoin positif agriculture biologique avec des vergers dits bas intrants, qui recouvrent une large gamme de pratiques alternatives, et des vergers classiques dits PFI. Alors, on n'a que 10 minutes, donc je vais faire très bref. Pour tout ce qui serait indicateur de service, qu'il soit lié à la prédation. Par exemple, ici, vous avez une petite photo qui vous montre des œufs de carpeaux qu'on va aller placer sous les feuilles des pommiers pendant quelques jours et qui nous permettent, si on connaît le nombre d'œufs qu'on a positionnés sur ce petit papier et le nombre d'œufs final, de calculer une prédation. On peut faire la même chose sur les pucerons. On peut aussi s'amuser à calculer, en concernant le parasitisme, le nombre de momies de pucerons qu'on va trouver dans les colonies ou le nombre de larves de carpocaps qu'on trouve parasitées à l'automne. Pour toutes ces mesures qui sont pourtant les plus intéressantes pour un arboriculteur, on a subi ce qu'on appelle un échec. C'est alors un échec, je mets des guillemets, vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que sur certains sites, à certaines dates, vous avez une très jolie relation significative entre baisse de l'IFT et augmentation du service. Par contre, si vous mettez toutes les données ensemble, tous les sites, toutes les dates, il n'y a rien de significatif. Donc pour nous, en l'état actuel des choses, on en conclut que ces indicateurs sont non généralisables en l'état actuel des connaissances, et ça reste plutôt un outil de chercheur. C'est-à-dire que si vous connaissez bien à côté votre faune dans votre système, oui, ces indicateurs sont intéressants, mais pour un arboriculteur qui n'aurait pas le temps d'aller regarder ce qui se passe, on pense que le signal est ébruité. Donc, je vais quand même parler de choses qui ont marché, qui sont positives. Donc là, j'aurais pu parler de plein de choses. J'ai choisi, en premier exemple, de parler des araignées du sol. Et donc ici, je vous présente l'abondance, la variation de l'abondance au cours du temps ou de la richesse spécifique. Ce sont des moyennes sur tous les sites et les 2 années d'études. Et on voit, alors, très brièvement, on voit des choses qui sont des dynamiques très différentes. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Hop. Oui.
Donc vous voyez que l'abondance, et c'est un peu moins net pour la richesse spécifique, dans les vergers bio ou ceux qui ont fait le plus grande réduction d'IFT, augmente continuellement d'automne, printemps à l'été. Par contre, la dynamique est complètement différente dans les vergers dits de référence, en bleu, et les vergers où la réduction d'IFT n'a été que de 30 à 50%. Donc là, à partir de l'été, où l'intensification de l'usage des phytos, vous voyez que le prix à payer en termes d'abondance est assez net, et peut-être un peu moins net sur la richesse spécifique. On a la même chose pour les araignées de la canopée. Donc ici, cette communauté des araignées répond de manière presque archétypale à nos attentes. À la fois les abondances et la richesse diminuent quand l'IFT augmente. Alors, il faut savoir que les araignées du sol, ce n'est pas les plus intéressantes, celles de la canopée le sont plus, pas de chance encore une fois pour nous, mais ces araignées du sol, elles sont très majoritairement composées par une famille qu'on appelle les lycoses, ou araignées-loups, et que ici je me suis permis de replacer la tendance pour les 4 sites, Lanxade, la Pugère, Gautron, la Morinière. Et vous voyez, alors même si la variabilité est forte, je vous rappelle que c'est plusieurs années et plusieurs dates qui sont réunies, vous avez à nouveau cette relation d'augmentation des effectifs quand on va diminuer l'IFT. Donc je m'arrête là pour cette première partie araignée. Il va falloir maintenant transformer ça en qu'est-ce qu'on peut transmettre comme outil à l'arboriculteur ou au technicien. Donc retenez juste que pour l'instant, cette famille est un bon exemple. Très vite à nouveau, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, sur les carabes, qu'est-ce qu'on a observé? On n'a pas eu d'effet très clair sur l'abondance et la richesse. On a même plutôt le contraire que ce qu'on observe habituellement, c'est-à-dire que chez les carabes, dans les vergers, si vous augmentez l'IFT, en général, vous augmentez le nombre de carabes capturés. D'accord ? C'est pas rare, c'est pas impossible, c'est déjà vu dans la littérature, et quand on groupe toutes nos données, c'est ce qu'on voit. Donc là, l'abondance ne marche pas chez les carabes. Ce qui a marché, ce sont 2 traits particuliers, qui sont d'abord le régime alimentaire. Si vous baissez l'IFT, vous augmentez le nombre de carabes zoophages. Ça tombe bien, c'est ceux qui prédatent des proies. D'accord ? Le deuxième trait qui nous a beaucoup intéressé ici, c'est les distributions de taille. Alors, je ne vais pas me tromper ce coup-ci. Hop. Vous voyez ici, donc, je pars en haut des vergers dits de référence et je réduis l'IFT avec mon témoin positif qui est l'agriculture biologique. Ici, vous avez la distribution de taille de toute la communauté. Ce qu'on voit, pour faire très simple, c'est que quand on réduit l'IFT, on va avoir une simplification de cette distribution des tailles et souvent une réduction à un pic majoritaire. Donc, globalement, une énorme simplification de la communauté des carabes vue par le filtre de la taille. Donc, on peut penser que, alors pour une raison qu'on ne peut pas détailler ici, on sélectionne une taille prioritaire de carabes dans ces communautés. Donc, à nouveau, un résultat intéressant, et toute la discussion pour nous dans ce projet, ça a été, est-ce qu'on en déduit, est-ce qu'on en dérive des indicateurs qui soient utilisables par les gens de terrain? Alors, malheureusement, ni le trait qui est zoophagie, c'est-à-dire qu'il faut demander aux gens d'aller regarder la taille des mandibules des carabes, vous pensez bien que ça, c'est pas facile, ni cette histoire de taille ne se transforme facilement en indicateur. Si vous capturez des carabes et que vous demandez aux gens est-ce que vous avez l'impression d'avoir une seule taille de carabe dans votre peau ou une grande diversité, vous voyez que ce n'est pas un indicateur qui va être très très simple. Donc je laisse tomber ces résultats qui sont scientifiquement intéressants mais qui ne se dérivent pas en outils. Par contre, on s'est permis, et on a validé dans la dernière année du projet, un indicateur extrêmement simple, d'accord, que je vais essayer de vous vendre ici. Donc, pour faire très simple, si vous avez un bon carottier, vous faites quelques trous dans un verger, 6 à 8, ça suffit. Vous placez des pièges, pas de liquide, d'accord, et vous ouvrez des pièges uniquement la journée. Donc, ce qu'on a fait faire à nos cobayes non spécialistes, c'est que le matin à 9h, vous ouvrez les pièges et vous venez faire la lecture le soir à 17h. Donc, c'est rapide. Et c'est... Alors, c'est quoi la lecture du test à la fin de la journée? Donc, dans ces pots pièges, vous devez compter le nombre de lycoses, puisque je vous rappelle que c'était la famille d'araignées du sol qui répondait très bien au gradient d'IFT. Alors, est-ce que c'est dur de compter des lycoses? Moi, je le pensais, mais in fine, pas trop. En fait, juste avec 3 traits, qui sont ici le caractère diurne, donc la période d'activité. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va faire le test uniquement la journée. La taille des individus, on va prendre des araignées qui ont seulement une taille supérieure à 0,5 cm, donc des grosses araignées, pour faire simple, hein. On élimine toutes les petites. Et 2 critères liés à l'habitus. L'habitus, c'est l'apparence. C'est-à-dire que le fait que vous avez des araignées qui sont plutôt de couleur brune, mais pas unies. Regardez tous les exemples de photos ici de lycose. Vous voyez que c'est de couleur globalement brune, hein, ces 3 espèces assez classiques. Mais il y a toujours au moins une bande sur la tête ou même un peu sur le corps qui fait que ce n'est pas un marron très uni. Et le fait qu'en fait, ce sont des araignées qui sont coureuses. Donc dans votre peau, quand vous les capturez, ce sont les bestioles qui courent en cercle sans s'arrêter.
Les seules araignées avec lesquelles vous pouvez confondre ça, ce sont celles du bas, et vous voyez qu'elles sont toutes très différentes. Alors, on va appeler ça les araignées noires, c'est la famille des Gnaphosidae, qui sont plutôt des araignées nocturnes, mais quelques-unes sont diurnes. Vous voyez, là, vous avez affaire à des araignées... Super. Donc ici, il y a des araignées qui sont complètement noires de couleur unie. Des araignées qu'on va dire globuleuses, donc ce sont des araignées tisseuses de toile, qui de toute manière ont un domaine complètement différent, et surtout se déplacent très très doucement, parce que ce sont des araignées qui se déplacent sur des toiles, pas sur le sol. Et enfin, les araignées dites crabes, qui ont un mode de déplacement et même une apparence morphologique complètement différente. Donc ça, c'était la petite fiche qu'on a pondue pour nos étudiants et pour les lycées agricoles où on l'a fait tester. Alors, on le valide. On l'a validé comment? On s'est restreint à une région pour des raisons de simplicité, et on l'a fait dans 53 vergers commerciaux, à l'exception, ici en bas à gauche, de 4 vergers INRA qui étaient 0 pesticides. C'est juste un témoin, on va dire, positif, c'est pas très important. Les lectures ont été réalisées par des néophytes complets. Parmi les 2 étudiants que j'avais choisis, il y en avait un qui n'était même pas biologiste, donc c'était volontaire, d'accord? On leur a fait une petite formation de peut-être un quart d'heure. Le premier jour, on leur a demandé de pas uniquement lire le test, mais de capturer toutes les araignées pour valider, et on a eu des taux de réussite assez forts. Et vous voyez que quand on met ensemble les résultats de toutes ces observations, alors en bleu, ce sont les résultats de capture sur avril et mai, en rouge sur juin et juillet, vous avez une relation qui est assez intéressante, et notamment le fait que dans les vergers PFI, vous capturez très peu de lycose. D'accord? Rarement 0, hein. Ça aussi c'est intéressant. Les tests qui font des 0, c'est pas très intéressant pour un arboriculteur, mais vous avez donc quelque chose qui est de l'ordre de 0,25 araignées par piège, et très vite, même dans tous les vergers bas intrants, qui je vous rappelle représentent une large gamme d'alternatives, vous passez à des effectifs de l'ordre de 0,5 en juillet, qui sont en plus similaires aux vergers en agriculture biologique. Donc ça, c'est une vision un peu synthétique, un peu rapide. Toute la question de savoir maintenant si on a quelque chose qui varie de façon linéaire entre ces 2 extrêmes. Je ne peux pas m'apesantir. Et je crois que j'ai une dernière... Hop, c'est l'envers. Toc, une dernière diapo. Alors, nous, on a développé un nouvel outil qu'on espère être de terrain simple et efficace. On pourrait être très déçus, et on l'a été aussi, nous, légitimement, parce que c'est un outil qui est lié à la biodiversité, pas au service. D'accord? Et il faut être aussi assez honnête, les lycoses jouent un rôle de régulation naturelle assez limité. Ils peuvent manger quelques larves de carpocaps au sol pour les plus grandes. Ils peuvent manger quelques pucerons qui tomberaient au sol, mais on voit bien que ce n'est pas ça qui va créer le plus de ravages dans un verger. D'accord? Néanmoins, l'interprétation qu'on en fait, nous, c'est que c'est peut-être décevant parce que c'est uniquement de la biodiversité, mais c'est un indicateur qui montre qu'il y a une restauration des réseaux biologiques. La lycose, c'est un peu la chair à canon des réseaux biologiques dans un verger. Si vous connaissez quelques vergers très peu traités, vous vous baladez là-dedans, vous verrez plein d'araignées courir devant vous. Ce sont elles, les lycoses. D'accord? Et donc ça, c'est la première étape. L'étape suivante, c'est on restaure des réseaux biologiques. Maintenant, comment on les manipule pour avoir un service qui est augmenté? Voilà. Merci. Merci. Vous vouliez soulever une question je ne me rappelle plus. Hein. Ah oui, d'accord. Quels sont les critères qui vont favoriser l'adoption de tests simplifiés voilà. Vous l'avez alors, dit, oui, alors, je me souviens maintenant, excusez-moi, Ah. je vais vous couper. Alors, à toutes les réunions où je vais, soit éco-phyto, soit auprès des arboriculteurs, tout le monde nous demande des choses simples, qui permettent de voir des choses. Là, enfin, on en tient. Mais la question, c'est est-ce qu'il est encore assez simple? Est-ce qu'il prend encore assez peu de temps? Est-ce que vraiment il y a des gens qui vont pouvoir l'appliquer? Moi, je n'ai pas la réponse. Nous, on l'a fait tester par des lycées agricoles. Je suis en contact aussi avec des responsables éco-phyto des fermes Défi pour essayer d'aller faire un exposé de vulgarisation. La première date a été annulée, mais j'espère que la seconde va se faire. Mais j'ai presque envie de dire maintenant, c'est aux utilisateurs de nous interpeller. Voilà. Oui. Alors, ceci renvoie à ce que je disais sur l'innovation. Est-ce que Ecophyto est bien branché avec des zones d'innovation qui n'ont rien à voir avec votre domaine? Parce que l'innovation, elle surgit de nulle part, très souvent. Donc, est-ce que des gens qui travaillent sur sur des outils, sont branchés, connectés avec ce que vous faites? Et je le dis à toute la salle, d'ailleurs, oui. Cette question-là. Alors, peut-être les participants peuvent intervenir à la fois sur les questions soulevées
par Fabrice Martin-Laurent, celle que vous soulevez, et de manière plus large, évidemment, à ce qu'elle pose comme question. Et je le dis, le lien entre les éco-phyto, les zones d'innovation, qui ne sont pas forcément connectées a priori avec vos thématiques. N'oubliez pas de vous présenter, je le rappelle. Oui, bonjour, Laurent Charlier, au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Alors, merci de me permettre de poser une question à Fabrice Martin aussi. Donc, j'ai une question à Yvan. Tout d'abord, donc, ces fameuses lycoses, est-ce qu'on a des informations sur les produits auxquels elles sont potentiellement sensibles? Et donc, est-ce qu'elles sont potentiellement aussi un indicateur qu'on pourrait utiliser en viticulture? Ça, c'est ma question pour vous. Enfin, je vous laisse répondre. Je voulais que je réponde. Je peux répondre maintenant. En fait, on n'a rien inventé. On s'est juste permis d'aller un peu plus loin que les autres. C'est-à-dire que vous avez une grosse quantité d'articles qui vous montrent que... alors c'est souvent en comparant du bio et du non-bio. C'est ça la différence. Qu'effectivement, les lycoses sont la famille qui répond le mieux. Donc elle a une sensibilité forte, bien sûr, aux insecticides en premier chef. Et on pense qu'il y a un effet d'accumulation. C'est-à-dire quelques fongicides, il n'y a pas de problème, mais une accumulation de fongicides sur une saison va rendre peut-être le milieu défavorable à leur développement. Donc ça s'appuie aussi, j'ai oublié de le dire, sur la littérature actuelle. Voilà. Et la question, vous pouvez la poser à Adrien Reusch, qui se pose exactement la même question dans le même contexte. Et donc si je peux poser une question à Fabrice Martin, si c'est possible. Oui, si elle est courte, parce qu'il y a plein de gens qui veulent poser des questions aussi. Allez-y. Voilà. Donc par rapport à l'exposé, donc c'est vrai que dans la filière viticole, on est très demandeur d'informations sur l'écologie du sol et l'écologie microbienne. Donc merci pour ces travaux. Moi j'avais une question côté phyto. Si vous aviez des informations par rapport au cuivre et par rapport à la vie microbienne sur le volet mycorhize. Donc si on avait des éléments qui se dégageaient, qui tendaient à se dégager de vos travaux. Alors les métaux lourds, c'est un autre. Ça se transforme pas. Donc voilà. Bon, après, on a des équipes qui travaillent sur les mycorhizes, oui, donc il y a même des projets en cours sur la région bordelaise. Donc c'est coordonné par Didier Ventunel. Je ne suis pas le plus à même pour parler de ça, mais des travaux sont en cours. Bon, a priori, la vigne mycorhize toujours, donc il doit toujours y avoir des champignons mycorhiziens qui sont là. Mais bon, pour la problématique du cuivre, c'est pas du tout la même que pour les phytos. Autant pour les phytos, on peut avoir une transformation et aussi des processus de lixiviation, de transfert, on va dire, qui vont faire... Bon, on va déplacer le problème, mais en tout cas, ça ne sera plus dans les sols. Pour les métaux, c'est différent. On est sur des cinétiques d'accumulation. En particulier dans les vignobles. Donc, effectivement. Bon, il y a eu une task force cuivre. Enfin bon, je pense qu'il y a un certain nombre, au niveau de l'Europe, beaucoup de questionnements là-dessus. Par contre, des problématiques pour gérer la question. Donc je ne peux pas vous répondre clairement. Très bien. On pourra en discuter, si vous voulez. Oui, c'est fait pour ça. Pierre Ricci, je voulais revenir sur la question d'Yvan. Tu demandes est-ce que le test est assez simple? Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder la simplicité ou la motivation à faire le test par rapport aux bénéfices qu'en tire l'arboriculteur? Et ce n'est pas très clair pour moi de savoir finalement quel bénéfice il en tire. Voilà. Alors, évidemment, ça va alimenter le débat. L'indicateur parfait, tout le monde court après. J'ai peur qu'on ne le trouve jamais. Donc là, clairement, je l'ai bien précisé, cet indicateur, il est pour moi un indicateur de... on restaure quelque chose qui sont des cycles biologiques dans le verger. Dans le verger, la lycose n'a pas un rôle de régulation naturelle. J'ai déjà vu quelques lycoses manger des larves de carpeaux quand elles sont au sol, mais c'est un cas relativement rare, et c'est que certaines lycoses. Donc je ne veux pas le vendre ou survendre comme un indice de régulation. Néanmoins, j'ai envie de dire, si on trouve un autre indicateur qui montre une régulation, c'est encore mieux. Mais moi, l'écho qui me remonte de tous les praticiens, c'est qu'on n'a rien. Donc peut-être qu'en attendant d'avoir autre chose de mieux, ça, c'est déjà une indication. Voilà. Xavier, ici. Xavier, dans la continuité de cette question-là, moi je pense, ok, pour dire que ce n'est pas un indicateur direct de quelque chose qu'on voudrait avoir. La question que j'ai, c'est qui est cause et qui est conséquence. Est-ce que c'est parce qu'on a baissé les phytos que du coup on a des lycoses, ou est-ce qu'on peut espérer, en ayant beaucoup de lycoses, faire une impasse sur l'utilisation des phytos? Et donc évidemment c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Et donc on imagine qu'en comptant les lycoses, même si c'est de manière très indirecte, ça permettait aux praticiens de dire bah tiens, je suis dans des conditions où je peux me permettre une impasse. Là on commencera à trouver ça intéressant. Là pour l'instant, si c'est juste a posteriori pour dire là où j'ai pas mis de phyto,
et notamment d'insecticides, j'ai plus d'araignées, effectivement, Oui. il y a peu de chances que le praticien trouve ça pratique. Enfin, il le sait Alors- déjà combien il a mis de phyto. Alors, moi, c'est pas la même expérience que j'ai quand je discute avec les arboriculteurs. Hein. Moi, j'ai travaillé dans d'autres domaines avant. On leur parle souvent le ver de terre, la vie biologique dans les sols et compagnie. Donc, c'est quelque chose qui est aussi très théorique. Les vers de terre sont très bénéfiques pour le sol. Pas grand monde l'a démontré ou quantifié. Dans un casse-d'art, je suis allé chez pas mal d'agriculteurs. On leur a montré une corrélation entre vers de terre et infiltration avec des tests très simples, hein, le BIRCAN qu'on a développé. Alors là, je peux te dire, moi, en tous les cas, que là, la discussion, elle est tout de suite à la montée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir, effectivement, on veut tout de suite l'indicateur parfait. On ne l'a pas pour l'instant, hein, j'espère qu'on l'aura. Et peut-être même que des mesures de service, on en trouvera d'autres, des plus efficaces. Néanmoins, quelque chose qui amorce la pompe, parce que les arboriculteurs, sur le terrain, c'est moi, j'ai pas le temps. Et puis, qui me prouve que ça marche, et que pour l'instant, les impasses en arbo, à part des techniques lourdes en investissement comme les filets, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Donc ça, c'est juste... Par contre, ils nous parlent tous de biodiversité. Et ça veut dire, moi, quand je vais voir un arboriculteur, il sait me dire, tu veux trouver des araignées un peu singulières, tu vas dans telle parcelle. Ils savent où la biodiversité est déjà la plus forte. Ils savent aussi me dire, dans cette parcelle, de toute façon, j'ai beaucoup de cirques, je ne sais pas pourquoi, donc je traite un peu moins contre le puceron cendré. Il ne faut pas croire qu'ils n'aient pas une connaissance non plus des niveaux de biodiversité qu'ils ont. Ce qui leur manque, c'est, ils retirent 2 traitements, ils font une petite impasse, ils font un essai, parce qu'ils sont tous en train d'essayer tous les ans sur certaines de leurs parcelles. Ils ont une quantification en face. Alors, il n'y a pas que les arboriculteurs, il peut y avoir aussi les techniciens. Le lourd travail de gérer des réseaux de fermes éco-phyto n'est pas toujours récompensé par la réponse des arboriculteurs. Si eux, ils se mettent... c'est quelque chose qui coûte un peu de temps, mais pas d'argent. Ils disent, on restaure des réseaux biologiques. Certes, on ne régule pas grand-chose. Le paradoxe, peut-être, c'est que la lycose a un rôle plus important en blé. En blé, la lycose a mangé des pucerons. En arbo, elle ne sert à rien, j'en suis désolé. Merci. Je vais demander à Christian Boxtaller de nous rejoindre pour présenter le programme équipe, qui est évaluation de la qualité prédictive d'indicateurs pesticides et du domaine d'utilisation. Christian Boxtaller, vous êtes directeur adjoint du laboratoire d'agronomie et environnement UMR, Université de Lorraine, ENSAIA, INRA, Nancy, Colmar. Je suis précis. Je vous laisse les 10 minutes. Je suis le nécessaires. dernier de la série, j'ai intérêt à être rapide. Avec le non, nom ça va, on est dans le même. D'accord, timing. avec l'acronyme du projet, j'avais intérêt à mettre quand même tous mes collègues qui ont participé au projet en première diapositive. Hein. Donc c'est le projet équipe. Donc, qui s'inscrit dans le contexte de mise en place de programmes d'action pour limiter l'impact, l'impact des pesticides. Et dans tout le programme d'action, tôt ou tard, il y a besoin d'outils d'évaluation sous forme d'indicateurs, notamment pour évaluer l'impact des pratiques agricoles et ici des pesticides. Dans le domaine notamment de pesticides qui évaluent le risque de transfert des substances actives vers l'eau, il y a de nombreux indicateurs. Il y a eu un projet que j'avais animé, le projet Guide, qui a fait un recensement de tout ce qui existe. Néanmoins, il y a des questions qui se posent, et notamment cette question de la qualité, de la valeur prédictive de ces indicateurs. Hein, ce qui veut dire, en fait, quelle est finalement la liaison entre... la liaison entre une valeur d'indicateur et un effet mesuré. Naturellement, on aimerait bien avoir une relation un peu linéaire, et puis on vient d'en discuter sur la relation entre l'indicateur proposé par Mathieu et ce qu'on peut mesurer sur le terrain aussi. Et finalement, il y a très peu d'informations là-dessus. Et puis, deuxième question, quel est le domaine de validité? Ça amène à la question du domaine de validité, mais aussi d'utilisation. Comment utiliser cet indicateur? Alors, donc un projet avec un partenariat complémentaire, en fait un projet qui a émergé dans le groupe thématique évaluation multicritère du GIS Grande Culture, et finalement on s'est retrouvé sur un projet plutôt monocritère, donc indicateur traitant juste l'impact des pratiques, de la gestion des systèmes de culture sur la qualité de l'eau. Donc avec des partenaires spécialistes dans des indicateurs dans mon équipe, Arvalis qui avait des bons jeux de données, parce que finalement si on a très peu d'informations sur la qualité prédictive des indicateurs, c'est aussi dû au manque de moyens, au manque de données pour évaluer cette qualité.
donc des collègues d'AgroSolutions qui, eux, ont proposé aussi d'introduire dans l'étude un modèle issus de la recherche qu'ils veulent utiliser, donc à base physique, mécanistique, donc bien compliqué. Les collègues d'IRSTEA spécialisés dans la gestion spatialisée des données et des collègues d'Agrotransfert, Ressources et Territoires, concepteurs d'indicateurs et utilisateurs d'indicateurs. Donc un bon partenariat. Et donc la démarche générale, c'était de travailler aussi sur une large palette d'indicateurs. Et donc je n'étais pas là juste en étant concepteur d'indicateurs à vouloir tester mon indicateur, vous le comprenez bien. Rassembler aussi le plus de jeux de données possible, avec des jeux de données donc de mesure de substances actives dans l'eau, avec plusieurs variables si possible, une large gamme de substances actives. Et c'est bien là où jusqu'à maintenant on avait peu de jeux de données. On a un tas de données sur l'étude du devenir de l'atrazine, l'isoproturon, mais pour pouvoir étudier une qualité prédictive, il faut vraiment une palette de mesures et de substances actives à comportements différents. Et puis, on a proposé aussi d'utiliser plusieurs méthodes de comparaison. Un test classique de corrélation, on prend tous. Un test de vraisemblance pour voir aussi la qualité en termes de surestimation, sous-estimation, estimation correcte, et un seuil ROC développé par un collègue qui a été proposé par un collègue de Grignon, le test ROC, où on teste par rapport à un seuil unique. Mais je ne reviendrai pas sur ce test-là, ça n'a pas donné grand-chose. Alors, en termes de structuration du projet, donc, on a travaillé sur 26 indicateurs de pratique. Je n'ai pas mis de tableau, mais il y a une adaptation de l'IFT, la quantité de substances actives, donc des indicateurs très basiques. L'indicateur maison IFI, d'autres indicateurs issus d'autres pays, Synops et PRIP, dont assez élaboré, le modèle donc macro. 4 grands jeux de données validés d'Arvalis, que je remercie au passage, donc sur des sites qui sont assez connus, de la Jaillère, du Magneuro et en Alsace à Gespitzens pour le ruissellement ortonien, plus un bassin versant très connu qui est la Fontaine du Teil, presque je dirais bassin historique, donc avec ces différents tests. Et on a donc comparé nos sorties d'indicateurs à des mesures de transfert vers les eaux, donc sur 4 modes de transfert, par drainage à la Jaillère, par percolation Magneuro, par ruissellement aussi à la Jaillère, ruissellement par saturation principalement, et ruissellement de surface ortonien en Alsace. Et donc, on a comparé donc ces sorties à des mesures de transfert en termes de concentration de flux moyen, maximum. Et puis, donc, ça a été l'action 1. Et puis, dans une action 2, on a aussi, ça nous a été inspiré, il faut dire, par l'appel d'offres, essayer de voir si on ne pouvait pas construire des chaînes d'indicateurs à partir des variables de pratique et des variables de mesurées. Ceci à l'aide de la fouille de données, avec aussi des variables de milieu. Et puis, troisième action, naturellement, avec toutes ces informations des deux précédentes, bien réfléchir sur le domaine de validité de l'indicateur, donc à l'aide de l'expertise du groupe. Alors, des résultats majeurs. D'une manière générale, sur les sites parcellaires, donc les 4 sites, on a vu des corrélations quand même très médiocres entre les indicateurs, les sorties d'indicateurs avec les données mesurées. Des coefficients de corrélation de moins de 0,55, des vraisemblances, donc bonne et surestimation, les deux, on était inférieurs à 70%. Allez, là, c'était quand même le test en conditions extrêmes, une application, un calcul d'indicateur. Alors, on a fait ça aussi sur des données moyennes, donc en limitant donc la variabilité climatique, et là on a quand même trouvé pour certains indicateurs de meilleures corrélations. De manière générale, les corrélations étaient quand même meilleures pour les indicateurs traitant des transferts verticaux par drainage et percolation. Des indicateurs, alors on a quand même retrouvé une logique, c'est que les indicateurs les plus élaborés, qui intégraient vraiment données sol, climat, pratique et propriétés de substances actives, donc il y a IFI et PRIP notamment, de manière générale, donner des meilleures corrélations que des indicateurs basés sur la dose ou croisant dose et propriétés de substances actives uniquement. Avec des meilleurs résultats pour macro, pour un jeu de paramètres et pour un site.
les coefficients R sont pour un site uniquement, sur 2. Alors, sur le bassin versant la fontaine du Teil, on a travaillé aussi sur un aspect méthodologique, parce que sur un bassin versant, vous avez un certain nombre de parcelles, il faut calculer les indicateurs. Et donc, avec les collègues d'IRSTEA, nos collègues ont travaillé sur l'amélioration du système d'information, notamment avec des approches d'entrepôt de données. Mais globalement, après, les corrélations, on a trouvé un peu les mêmes valeurs médiocres, des coefficients inférieurs à 0,55, avec un indicateur assez élaboré et des indicateurs simples qui ont été les plus performants. On n'a pas amélioré la corrélation en introduisant un facteur supplémentaire dans le calcul de l'indicateur au niveau bassin versant, qui est un coefficient de distance. Donc, c'était quand même encore assez simple, et on sait qu'au niveau d'un bassin versant, le positionnement de la parcelle joue énormément, et que les processus sont plus complexes. Alors, sur la construction de chaînes d'indicateurs, ouais, c'est comme dans l'exposé précédent, il y a des échecs. Donc là, on n'a rien trouvé de marquant, de significatif, de compréhensible, mais probablement c'est dû quand même à la nature du jeu de données, j'y reviendrai encore. Et puis, tous nos résultats, on les a introduits dans les fiches descriptives des indicateurs du site guide, qui est maintenant hébergé par le RMT Héritage que j'anime, avec des recommandations en termes d'utilisation de ces indicateurs, notamment avec un avertissement spécifique à un danger qu'on peut avoir d'utiliser l'indicateur juste pour donner des conseils de choix de molécules, et donc d'arriver à une substitution systématique de molécules qui seraient à risque par des molécules qui ne seraient pas à risque, et ce qui peut amener à une seule famille chimique ou deux, et qui après pose des problèmes agronomiques. Je crois que je dois en reparler. Donc juste un exemple sur les entrepôts de données, toute une chaîne de traitement de l'information qui amène à des cartes qu'on peut très rapidement changer aussi. C'est un système flexible. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça naturellement. Voilà un exemple du site héritage. Donc vous avez l'indicateur, la EPRIP, et puis en faisant référence au projet équipe, puis il y a des conseils en termes des conseils d'utilisation, notamment à la fin. Donc j'ai pas le temps, et je crois que je m'aperçois que mes animations n'ont pas passé. D'ailleurs, je suis désolé, mais je viens de m'en apercevoir. Bon, alors en termes d'intérêt pour Ecophyto, en termes de recommandation du choix d'outils, dans le précédent projet guide, on avait été questionné sur quels indicateurs pour le plan Ecophyto pour l'impact. Ce qui était sorti, c'était dans le cahier de charge, il fallait des indicateurs simples, basés sur dose, voire propriété. Et là, on montre clairement que ce genre d'indicateur a une faible capacité prédictive et par rapport à la qualité de l'eau. On pourrait recommander l'utilisation d'un modèle comme macro. Il faut un jeu de paramètres adaptés quand même. C'est sur un jeu de paramètres qu'on a observé des bonnes qualités prédictives. C'est ce que font maintenant les collègues d'AgroSolutions et Arvalis dans Préco. Et c'est qu'un modèle pour les transferts verticaux. Il faut quand même que ce soit accompagné par pas mal d'une logistique informatique. Et si des données ne sont pas disponibles, des indicateurs les plus élaborés comme IFI ou EPRIPS sont à conseiller. Donc, on a aussi des résultats en termes de progrès, en termes de système d'information pour la gestion de grands jeux de données à un niveau de grand bassin versant de territoire. Ceci par les entrepôts de données. Et en termes de perspectives de transfert et de recherche, alors je n'ai pas donné toute la liste des publications et tout ça, je pensais que ce n'est pas le lieu, mais pour toute conception de nouveaux indicateurs, finalement, on a identifié aussi dans le projet des variables pertinentes qui sont jusqu'à maintenant été peu prises en compte par les indicateurs, par les concepteurs d'indicateurs, notamment le statut hydrique du sol au moment de l'application. Alors, pour que ça reste un indicateur, on ne va pas faire des mesures à la sonde à neutrons à chaque fois qu'on veut calculer un indicateur de ce genre, mais en termes de classe, on peut faire certaines choses.
la date d'application en termes de décalage par rapport aux périodes de transfert est aussi une variable importante et peu prise en compte. Comme tout bon chercheur, on n'est jamais satisfait, il faut continuer nos travaux. Donc, le jeu de données qu'on a utilisé est assez important. Je crois que c'est un effort assez unique en termes d'évaluation de la qualité prédictive par rapport à ce qu'on voit dans la bibliographie. Néanmoins, il restait limité. Finalement, on avait pour un site peu de variabilité en termes de type de sol. On est sur le site, pas de variation climatique, naturellement, et qu'il faudrait plusieurs jeux de données croisant type de sol et climat. Donc, je fais un appel pour un projet 1 million d'euros, parce que ça coûte très cher, vu toutes les analyses de produits phytosanitaires. Mais ouais, bon, ça peut être l'objet de la discussion. Au niveau de bassin inversant, il faudra sûrement d'autres bassins inversants et des questions d'approfondissement en termes de processus. Et puis, on pourrait aussi évaluer, à l'aide de la modélisation, cette fois-ci, les conséquences de l'application d'un conseil lié à des indicateurs. Par exemple, sur un territoire, qu'est-ce qui se passe si tous les agriculteurs font de la substitution et se mettent à appliquer que les molécules à bon profil environnemental. Est-ce que ça change vraiment quelque chose en termes de qualité de l'eau et ainsi de suite. Et puis sur ce, merci aux organisateurs de me donner encore l'occasion de venir à Saint-Malo. Oui, je vais ressoulever les questions que vous m'aviez évidemment transmises. C'est quel dispositif pour aller plus loin dans la validation des indicateurs, vous l'avez exprimé bien entendu, hein. Et dans quel cadre, en dehors de la recherche, est-il possible de mettre en œuvre les indicateurs les plus complexes ou modèles ? C'est une question que j'avais un peu soulevée aussi. Dans quel monde on va aller connecter à tout ce qui se passe à Ecofito ? Je vais laisser la parole à la salle un petit moment avant d'appeler Thomas Aiglin, non pas Thomas Aiglin, excusez-moi, si Thomas Aiglin et Carole Bedos pour le fameux Zoom. Donc qui veut intervenir ? Oui, bonjour, donc Laurent Charlier au CVB. J'ai l'impression j'ai venu quelques fois ces restitutions de colloques R&D qui sont toujours très, très riches, d'avoir entendu assez régulièrement effectivement des interventions sur les indicateurs, notamment d'eau. Et c'est un sujet qui intéresse les professionnels, hein, qui seraient certains demandeurs de disposer d'un indicateur robuste et simple à utiliser, hein, qui ne soit pas forcément une obligation réglementaire type ZNT, mais est-ce que vous pensez qu'un jour on aura un outil comme ça, simple, parce que je pense que des indicateurs, il y en a beaucoup, mais qui sera à destination des professionnels pour nous donner une indication sur le temps qui intègre l'ensemble des informations par rapport à la thématique eau notamment. Voilà, parce que c'est un sujet qui intéresse certains professionnels et on a des questions là-dessus, mais on est un peu sec pour leur proposer voilà, une classification en quelque sorte du devenir de certains produits par rapport à la thématique eau ou dans d'autres sujets également. Je ne suis pas devin et on nous demande certainement l'impossible. Ce qu'on peut retenir de ce projet, c'est quand même qu'il y a des indicateurs qui donnent quand même une certaine qualité prédictive, qui donnent des informations sur le devenir des substances actives, mais ce sont les indicateurs qui nécessiteront absolument des connaissances sur les pratiques, quand même, la date d'application, le choix des molécules, le type de sol. Et comme le projet l'a montré, il faut ajouter, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, certaines variables comme ce statut hydrique du sol, naturellement sous forme d'indicateurs. Il y a des choses à approfondir. Alors ça, c'est par rapport au transfert, par rapport à l'eau. Et là, je traitais d'indicateurs, je dirais, prédictifs, qui ont vraiment leur utilité pour relier pratique un effet sur le milieu, impact ou juste transfert. Dans l'exposé précédent, on cherchait vraiment un indicateur mesuré qui intégrait plein de processus pour nous donner une photo finalement d'une situation. Là, en fait, dans les deux cas, je crois, ce qui est nécessaire, c'est d'abord d'approfondir les connaissances sur les processus. Quand même, c'est à partir de là qu'on peut
simplifié. C'est pas... À moins d'avoir un coup de chance et d'aller à la pioche à l'indicateur, hein, d'en tester une cinquantaine, une centaine, et peut-être, mais là aussi, faudrait des moyens, et puis c'est pas ce qu'il y a de plus valorisant quand on va juste à la pioche au hasard, quoi. Très bien. Qui veut intervenir? Allez-y. Oui, Arnaud Joulin, DRAF Lorraine, enfin DRAF Grand Est maintenant. On est dans la même région. Voilà, on est dans la même région, qui est très très grande maintenant. Hein. C'était pour revenir sur la question des jeux de données. Il y a une bonne dizaine d'années de ça, j'ai participé à un groupe indicateur au niveau national et j'avais signalé qu'il existait, puisque c'était déjà une forte demande sur les jeux de données, qu'il existait des jeux de données très complets, très précis, qui avaient été accumulés au sein de travaux réalisés dans les différents groupes régionaux sur les questions de lutte contre les produits phytosanitaires. Groupes qui ont maintenant, pour la plupart, disparu, été modifiés, etc. Néanmoins, ces références, je pense qu'elles sont encore disponibles, mais il faudrait quand même se dépêcher d'aller à la pêche, parce qu'elles vont très rapidement disparaître avec les gens qui étaient encore sur ces projets. Hein, il y avait comme ça des projets, des bassins versants notamment qui avaient été très très bien décrits, très bien suivis dans le sud-ouest. On avait suivi pendant quelques temps en Lorraine, etc. etc. Donc il y en avait en Rhône-Alpes, il y en a eu dans pas mal d'endroits. Plutôt que de tourner toujours un petit peu sur les mêmes jeux de données qu'on revoit là. Alors, la Fontaine du Teil, ça va faire 20 ans qu'on le suit celui-là. Donc effectivement, on commence à... donc la matière existe, il faut aller la chercher. Non mais merci pour les indications. C'est vrai dans le projet, vous avez vu quand même que le barycentre était plutôt sur le premier niveau parcellaire, puisque les indicateurs se calculent là au niveau parcellaire. On n'a peut-être pas assez cherché au niveau bassin versant. Après, il faut toujours voir... encore une fois, quelles sont déjà la méthodologie, hein, parce que je connais aussi des travaux où finalement la façon de recueillir les produits les échantillons d'eau étaient un petit peu très basiques, quoi, peut-être pas selon les normes scientifiques. Et puis, deuxièmement, quelles sont les molécules analysées. Puis après, il y a aussi ce qu'on avait un jeu de données même au niveau parcellaire. Qui s'est avéré, qui n'était pas d'Arvalis, hein, qui s'est avéré être problématique. D'ailleurs, les propriétaires se sont aperçus eux-mêmes qu'il y avait des problèmes avec le labo d'analyse, quoi. Il y a encore beaucoup de choses. Hein. Très bien. Xavier Regout. Xavier, oui. J'ai encore une question. Évidemment, tu as fait des choix, Christian, dans ce que tu as présenté. Et tu as montré qu'il y avait une faible corrélation entre les données que vous aviez, les vraies mesures, et puis les indicateurs, étant conclu qu'il n'y a pas de bons indicateurs. Est-ce qu'en parallèle à ce que tu as présenté, vous avez un travail sur la qualité de la donnée mesurée? Je m'explique. Si ça se trouve, les phénomènes que vous avez regardés, le drainage, la percolation ou le ruissellement, restent assez hétérogènes dans l'espace ou dans le temps, ce qui fait qu'effectivement, une capture ponctuelle d'une mesure de qualité d'eau et peut corréler à un grain faible ou dans un instantané, mais peut être beaucoup mieux corrélé sur une intégration sur de la surface ou une intégration dans le temps. Et donc, tu n'es pas du tout revenu dans ta présentation sur le grain auquel l'indicateur était susceptible d'avoir une portée. Est-ce que vous avez travaillé un peu ces questions-là ou pas du tout ? On était parti sur l'hypothèse quand même que tous ces jeux de données elles sont l'objet de travaux depuis de longues années par les collègues d'Arvalis. Donc au départ, on était parti de l'hypothèse c'est les jeux de données robustes, quoi, solides. Et c'est vrai que sur un site, on s'est aperçu que c'était pour valider le modèle macro qu'il y avait des soucis d'hétérogénéité, de transfert préférentiel qui ne pouvaient pas être décrits dans le dispositif. Donc entre les lysimètres, il y avait une hétérogénéité importante. Alors que on avait moins de risques sur les autres sites qui étaient des sites parcellaires, qui intégraient bien une hétérogénéité intraparcellaire.
Alors Et temporel, effectivement, et ça se traduit. Ouais, alors là, naturellement, il y a une variabilité temporelle qui est liée au climat notamment. Hein. Et sachant qu'on est resté quand même au niveau du climat, donc ce qui nous a amené à aussi faire des tests sur des transferts moyens, hein, qui intégraient une dizaine d'années. Puis tous ces jeux de données, ce que j'ai oublié de dire, c'était quand même... Je pose ma question autrement. Est-ce que tu penses qu'on est mauvais sur le calcul du temps de rétention, par exemple ? Alors, pour reposer les questions, il faut prendre le micro, parce qu'on enregistre tout. Donc je repose ma question autrement. Est-ce que tu penses qu'on est mauvais sur le calcul du temps de rétention, par exemple ? Est-ce qu'il y a des phénomènes que l'on n'a pas assez travaillé pour les capturer dans toutes leurs dimensions, qui fait que du coup on tombe sur une absence de corrélation là où en fait on en attendrait si on maîtrisait mieux ce qui se passe. Ouais, là, effectivement, tu parles de relargage, de substances qui, via les résidus non liés, c'est vrai qu'on n'a pas fait une analyse, là, on n'est pas allé jusque-là en termes d'analyse molécule par molécule, quoi. C'est une piste aussi encore, ça reste des indicateurs. Hein. Très bien, merci beaucoup. Merci pour la piste. Merci d'être passé à la question. Je vais demander à Carole Bedos et Thomas Aiglin de venir nous faire un zoom, comme c'est indiqué dans le programme, sur la synthèse bibliographique sur les émissions de produits phytopharmaceutiques dans l'air et les perspectives de recherche. Thomas Aiglin est ici. Elle le fait toute seule. Bravo. Donc je vais présenter Carole quand même, qui est chargée de recherche, volatilisation des pesticides, mesure et modélisation, unité mixte de recherche, Ecosis, Pôle, Eco, EFI. Voilà, tout à fait. Je me suis pas trompé. Pas du tout. Je vous laisse la parole, vous avez 10 minutes. Merci. Donc voilà, on a fait une répartition avec Thomas, je fais la présentation et Thomas participe à la table ronde. Voilà, donc merci de nous donner l'opportunité de présenter cette étude qui portait sur la synthèse sur les émissions de produits phytosanitaires vers l'atmosphère, facteurs d'émission, évaluation environnementale et perspectives de recherche. C'est une étude qui s'est finie il y a quelques mois, qui a été menée en collaboration entre donc, l'INRA, le CIRAD, l'IRSTEA, avec un financement de l'ADEME. Alors, voilà. Alors le contexte est le suivant, on retrouve des produits phytosanitaires dans l'atmosphère, on le sait de par les mesures que les ASCA peuvent mener de manière ponctuelle et locale ou de par les travaux de la recherche. Ces concentrations dans l'atmosphère sont liées à un ensemble de processus, de dégradation, de transport, de dépôt, mais forcément à des conditions, des processus d'émission qui peuvent avoir lieu pendant l'application ou en post-application. Donc cette étude que je vais présenter se focalisait sur les émissions. Et donc l'objectif était vraiment de faire un point sur les connaissances relatives aux émissions de produits phytosanitaires dans l'air et les moyens de les intégrer, ou de mieux les intégrer, dans les outils d'évaluation environnementale, inventaire d'émissions, outils d'aide à la décision, prévision de la qualité de l'air. Notre démarche a été de réaliser une synthèse biblio, je dirais de manière classique de ce qu'on fait à partir des articles de la littérature scientifique, des rapports aussi des différentes communautés travaillant sur le sujet, mais aussi à partir d'entretiens avec des experts du domaine. Cela nous a permis de recenser, de décrire les facteurs d'émission qui existent pour les produits phytosanitaires et les outils de calcul disponibles pour les évaluer, d'évaluer leur pertinence au contexte actuel des pratiques agricoles françaises, y compris dans les conditions d'outre-mer, et de préciser les leviers d'action déjà activables pour réduire les émissions. Enfin, on a essayé de proposer les perspectives de recherche et développement et d'essayer de prioriser ces pistes de recherche. Donc, pour information, les rapports, il y a 2 rapports plus une synthèse qui sont disponibles sur le site de l'ADEME à l'adresse qui est indiquée en bas. Le cadre de l'étude, donc nous nous sommes concentrés en fait sur les produits phytosanitaires donc utilisés en agriculture. Le sujet aurait pu être plus large, porté sur les pesticides de manière plus large et sur les biocides. On a choisi, de par, je dirais, les compétences des équipes qui étaient là et la recherche bibliographique qu'on pouvait mener, de nous focaliser sur les produits phytosanitaires. Nous avons travaillé sur les émissions pendant l'application par dérive. Donc, ici, on a travaillé sur la dérive aérienne et pas sur la dérive sédimentaire. Souvent,
les études ont porté sur l'évaluation de la dérive sédimentaire qui va contribuer à la contamination des eaux de surface et qui est un petit peu mieux connue. Par contre, la partie vraiment de perte à l'application vers l'atmosphère qui va comprendre cette dérive sédimentaire, mais aussi la fraction qui va partir plus loin dans l'atmosphère, est un peu moins connue. Donc on a essayé de nous focaliser sur cette dérive aérienne. On a travaillé sur les émissions par volatilisation. Alors vous voyez, j'ai un petit peu sauté à pieds joints sur la dispersion des poussières de traitement de semences, qui était inclus normalement dans l'étude, mais on n'a pas eu beaucoup de publications sur le sujet. Et sur l'érosion éolienne, où de la même manière, on a un petit peu mis de côté cette voie de transfert vers l'atmosphère que l'on considère en général comme non prioritaire dans le contexte pédoclimatique français. Enfin, on s'est focalisé sur la substance active des produits phytosanitaires. On n'a pas travaillé sur les transferts vers l'atmosphère des coformulants ou des métabolites, qui restent donc des sujets d'intérêt. Alors ce tableau n'a pas pour vocation à être présenté dans le détail, mais c'est pour vous montrer en fait que l'on a identifié les facteurs d'émission existants et les outils que l'on pourrait mobiliser pour calculer ces facteurs d'émission en les classant. Alors je vais prendre... Hop. Voilà, ça marche. En les classant dans différentes catégories, selon leur nature, est-ce qu'ils sont empiriques ou mécanistes, selon les données d'entrée requises, donc propriétés physico-chimiques, conditions pédoclimatiques, et les pratiques, pardon. Et on a identifié aussi la nature des sorties proposées par ces outils. Nous avons évalué les atouts et les limites de ces outils, notamment en termes de facilité d'utilisation ou de niveau de validation. On a essayé de rechercher leur applicabilité au contexte des pratiques et au contexte pédoclimatique français, et enfin s'ils étaient utilisés déjà dans d'autres outils d'échelles différentes. Ce que l'on a pu voir avec ce travail-là, c'était qu'effectivement des facteurs d'émission existaient dans la littérature, notamment émanant de l'IPA ou au niveau européen des MEP, mais que ces facteurs-là avaient été construits il y a déjà quand même, je dirais quasi quelques dizaines d'années. Alors le quelques, c'est peut-être 2, mais voilà. Dizaines d'années, donc sur des données portant sur des produits qui ne sont pas forcément maintenant utilisés et avec des pratiques pas forcément en cours actuellement. Donc une nécessité de retravailler sur ces facteurs d'émission. Et voilà sur ce point. On a essayé d'identifier les différents jeux de données disponibles dans la littérature, notamment donc, sur les pertes pendant l'application, sur la dérive, concernant la dérive aérienne. Et là, il n'y a pas énormément de bibliographie sur le sujet. Il y a les travaux de nos collègues de l'IRSTEA, je dirais, sont un petit peu les précurseurs sur ce sujet. En post-application, on a pu identifier un certain nombre, là, vous voyez, une soixantaine de substances actives qui ont fait l'objet de mesures au champ de volatilisation vers l'atmosphère, avec des substances qui sont interdites maintenant en Europe ou en France, et donc certaines sont quand même autorisées encore, et un nombre d'études variables selon les composés. Et ici, vous avez la gamme de pression de vapeur saturante des composés étudiés, la pression de vapeur saturante étant le premier indicateur de volatilité d'un composé, du composé pur, donc voilà, ça a quand même ses limites, mais où vous voyez qu'on a ces études-là ont porté sur une large gamme de pression de vapeur saturante, avec toutefois quand même un focus sur une gamme de composés avec des pressions de vapeur saturante que l'on considère comme avec un potentiel de volatilisation possible. En termes de levier d'action, en fait, nous avons identifié des leviers d'action qui vont être adaptés à chaque voie de transfert parce que les facteurs qui conditionnent les voies de transfert pendant l'application ou en post-application peuvent être de nature différente. Pendant l'application, le pulvérisateur utilisé, la buse va être très importante pour conditionner la quantité de produits transférés vers l'atmosphère, alors qu'en post-application, on va peut-être jouer plutôt sur les propriétés physico-chimiques de la substance active. Donc de par la nature, alors ça c'est juste une illustration de facteurs, de par la nature même des facteurs, on voit que les leviers d'action vont derrière être adaptés à chaque voie de transfert, sauf bien sûr le premier levier qui serait la diminution des usages, où l'on peut penser qu'effectivement ça va engendrer quand même une diminution des émissions. On a classé en fait ces leviers en termes d'agroéquipement, de produits de traitement, au niveau des pratiques ou au niveau des conditions météorologiques. Et vous voyez que les colonnes, ici, c'est la colonne limitation de la dérive à l'application, ici, limitation en post-application. La colonne dérive est quand même un peu mieux renseignée, notamment parce que,
comme on l'a pu le voir un petit peu tout à l'heure, hein, tout ce qui a trait aux agroéquipements, on a déjà des leviers qui sont identifiés où l'on sait que l'on va diminuer la dérive. En post-application, on est un petit peu plus gêné de par aussi le fait que la volatilisation est un processus qui a lieu avec, de manière couplée avec d'autres processus, et donc on a besoin de comprendre dans la complexité, en fait, le couplage de ces processus pour identifier réellement des leviers d'action. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais voilà. En termes de pistes de recherche, on a le premier volet porte sur la métrologie, avec un besoin certain et avéré de travailler vraiment sur la dérive aérienne et d'aller aussi vers des produits réels. Souvent, la dérive sédimentaire a été étudiée à l'aide de traceurs. Si on veut passer à la dérive aérienne et vraiment estimer ça, je pense qu'il faut qu'on aille vers un peu plus d'utilisation de produits réels. En post-application, on a quand même des verrous à lever encore en termes d'interaction des substances avec les surfaces. L'effet de la formulation sur le comportement des matières actives qui est important, notamment sur, par exemple, le comportement de composés appliqués sur le couvert foliaire, notamment des fongicides. On sait que fongicides systémiques, on va avoir une formulation qui va tendre à faire pénétrer le produit dans la feuille. Si le produit pénètre, il n'est plus disponible à la volatilisation. Donc il faut qu'on avance là-dessus. Alors là, il n'y a pas de virgule, il y en a des incertitudes sur les données physico-chimiques, et je reviendrai un petit peu sur une discussion qu'il y a eu avant. On a des bases de données qui existent avec des données physico-chimiques, et pourtant les données physico-chimiques sont entachées d'incertitudes. Et derrière, comme c'est des entrées des modèles qu'on va utiliser, ça va engendrer des incertitudes. Et on a des travaux à mener aussi sur les métabolites. On a besoin de développer des protocoles standards parce que la synthèse qu'on a faite sur les jeux de données nous montre qu'on a une difficulté à faire émerger vraiment une vision globale et synthétique de la situation, de par le fait aussi qu'il y a des protocoles qui sont assez différents. Et on a besoin encore d'acquérir des jeux de données. En termes de modélisation, il y a des travaux qui se font, mais il faut améliorer ces modèles en implémentant les processus manquants et en élargissant la gamme de conditions testées. On a pu voir ça notamment en étudiant le contexte des DOM. Les modèles qu'on utilise ne sont pas forcément testés dans ces conditions pédoclimatiques-là, et avec les pratiques dans les DOM, et donc il y a un besoin là d'aller un petit peu plus loin, mais sans aller dans les DOM, il faut élargir de toute façon les gammes de conditions testées. Concernant que ce soit la métrologie, les modèles, on a besoin, et que ce soit les départs pendant l'application ou en post-application, on a besoin d'avoir des informations vraiment fines et précises sur les pratiques, parce que ça va conditionner derrière le devenir des composés. Et on n'a pas forcément accès à ces informations de manière spatialisée et de manière assez fine. Alors je vais finir par une note quand même un petit peu d'espoir, parce qu'on a des projets qui sont en cours sur le sujet. Quand je dis en cours, c'est que c'est pas mal de projets qui sont pratiquement à leur début. Il y a le projet COPER et Transpopes, qui sont deux projets financés dans le cadre de l'appel d'offres Primcal et Cofito. Le projet Repère, financé dans le cadre de CASDAR, des appels d'offres CASDAR, qui regroupe quand même un certain nombre de chambres d'agriculture, d'ASCA au niveau national. Je crois que c'est au nombre il y a 8 ASCA et une quinzaine de chambres d'agriculture. Donc c'est vraiment un projet assez fédérateur. Des projets aussi internes au niveau des instituts, et l'INRA aussi, des projets des équipes de recherche. Des projets internes aux instituts, tels que le projet MIP, qui va nous permettre d'aller vers de la modélisation à l'échelle d'un bassin versant, en intégrant l'aspect hydrologique, mais aussi l'aspect atmosphérique, ce qui est un challenge, c'est en cours. Le projet Prépare, qui a été financé dans le cadre de l'appel d'offres ADEME Cortea, pour travailler sur les protocoles standards, justement, avec une recherche de consensus au niveau international, tout du moins européen. Le projet Rescape, qui lui est en cours dans le cadre de l'appel d'offres pesticides, qui travaille sur les liens biodiversité, aménagement du territoire et dissipation des pesticides dans cet aménagement du territoire. Dernière diapo, une illustration du projet COPER. Donc COPER pour modélisation de la contamination de l'air par les produits phytosanitaires à l'échelle régionale, qui est coordonné par Étienne Kivet du LSCE à Marseille. C'est un projet, je dirais, qui est pour nous assez important, parce qu'il va fédérer des communautés. Et alors je crois que j'ai sauté d'ailleurs à pieds joints sur la conclusion ici, où je mettais une dynamique encourageante et encouragée. Encourageante parce qu'on fédère là vraiment
des communautés qui existent en France, et on a la chance, je pense, en France, d'avoir différentes équipes de recherche dans différents instituts qui travaillent sur le sujet et sur différents maillons du devenir des composés dans l'atmosphère, avec les ASCA qui ont déjà mené des campagnes de mesure et qui vont continuer. Donc on a vraiment, je dirais, un terrain qui est favorable à ce que ça progresse vraiment à l'avenir. Et notamment dans le cadre de ce projet, vous voyez qu'il y a l'INRA, l'IRSTEA, l'INERIS, la Chambre régionale agricole d'Occitanie, RPACA, et donc le LCE à Marseille, qui est un labo CNRS Université. Et là, l'objectif de ce projet est de prédire la contamination de l'atmosphère par les produits phytosanitaires en lien avec les pratiques, et ce, à l'échelle régionale. Et donc, on va mobiliser en fait un modèle utilisé généralement pour prédire la pollution atmosphérique pour un certain nombre de polluants atmosphériques, mais pas encore pour les pesticides. On va mobiliser ce modèle-là pour implémenter des modules spécifiques aux produits phytosanitaires et essayer de modéliser la concentration dans l'air à l'échelle régionale et de comparer à des campagnes locales ici en région PACA pour cette première étape. Et je dirais que voilà, on espère que, voilà, que ça va aboutir à un outil opérationnel un jour. Voilà, merci de votre attention. Nous l'espérons tous. Merci Carole Bedos, une fois de plus.